Bonjour, on est le 8 septembre 2020, je dirais le mardi 8 septembre 2020, avec un temps qui semble un petit peu faire des siennes, avec des nuages voilà, qui commencent à remplir le ciel, et on n'a plus la clarté que l'on avait hier. Dans la journée d'hier, on avait quand même une belle clarté où on pouvait faire du sport en toute quiétude et voilà, vaquer à ses occupations avec une météo voilà, qui paraissait transparaître une certaine forme de quiétude. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui, bon, parce qu'en fait, il y a le ciel qui est un petit peu plus chargé, mais malgré tout, on a quand même la chaleur qui est présente, une légère chaleur du mois de septembre, bien sûr, ça, on n'a pas la chaleur du mois d'août ni du mois de juillet, effectivement, fatalement, les mois passent, les saisons commencent à faire voilà, leurs affaires, et donc on se retrouve à un mois de septembre où effectivement on a un ciel un peu plus chargé, et même malgré tout, quand même une certaine forme de chaleur où on peut faire du sport assez aisément sans être en difficulté respiratoire ou sans être voilà, dans un manteau de froideur, loin de là. Voilà, une météo qui est très très bonne pour faire du sport. Très très bonne pour faire du sport, football, course à pied, vélo, voilà, pour un sport qui serait de sortie. Voilà, un sport de sortie tel que la course à pied, la marche, le vélo, voilà, tout ce qui peut se faire en extérieur et bon, et qui peut dépenser des calories, eh bien c'est un temps vraiment propice pour ce genre d'activité. Voilà. Alors ceci étant dit, je vais voir de nouveau une vidéo qui va compléter les vidéos précédentes qui ont été établies et qui parlaient de la chaleur massique, de la loi générale de la calorimétrie. Alors je vous la rappelle, hein, delta Q est égal à M fois C fois, je mets grand, petit c, je vais mettre petit c, allez, bon, fois delta T. Voilà, delta Q est égal à M fois C fois delta T. M étant la masse, C étant la chaleur massique ou la chaleur spécifique du corps, voilà, donc en joule par gramme et par degré Celsius ou en kilojoules par kilogramme et par degré Celsius. Bon, et si je mettais la chaleur massique de l'eau, je mettrais un C0 ici. C0. Pour dire qu'on a affaire à une substance qui est de l'eau. Alors, maintenant, pour faire la comparaison par rapport à d'autres substances, ben, j'écrirai que voilà, delta Q substance est égal à la masse de la substance fois la chaleur spécifique ou la chaleur massique de la substance fois le delta T. Voilà, delta T. Donc la variation de température ou la variation de chaleur est bien sûr une cause qui va créer une conséquence qui est la variation de température. Donc la cause qui est la variation de chaleur créera une variation de température. Alors bien sûr, ça c'est pour toute substance donnée, et je viens de vous mettre à l'instant, juste au-dessus, delta Q, je vais le remettre, mais cette fois-ci c'est le delta Q H2O. Voilà. Delta Q H2O est égal à M fois le C0 fois delta T. Donc on a, alors je vous rappelle que pour l'eau, le delta Q H2O vaut 4,18 4,18 pour ne pas dire, quand je dis 18, si ça peut être 4,185, 4,186 ou 4,184. Bon, on peut avoir ceci avec une erreur plus ou moins un epsilon, bon, que je ne connais pas. Voilà, on a l'erreur absolue que je ne connais pas parce que je ne sais pas qui a fait ces laboratoires et qui a mentionné ces valeurs-là, sous quelle valeur absolue donnée.
sur quelle erreur absolue. Erreur absolue. Voilà, donc ça c'est le C0 de l'eau qui vaut 4,18 joules par gramme et par degré Celsius, qu'on note communément, c'est la chaleur massique de l'eau, chaleur spécifique de l'eau, qu'on note des joules par gramme et par degré Celsius. Bon, mais j'aurais pu mettre ceci, le C0, si je prends 1 kg, à ce moment il faudra 4,18 kJ. Hein. Vous faites fois 1000, hein. Si je prends pour 1 kg, je fais fois 1000. Donc j'aurai 4,18, ça qui fera 4186. Voilà, 4,18 kJ par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. Alors, maintenant, pour faire une comparaison, ben, on va diviser la substance, le delta Q de la substance, voilà. Voilà, on va diviser le delta Q de la substance. Je ne suis pas encore avec une droite. Je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est une barre de division hein, pour lequel je vais diviser delta Q substance divisé par delta Q H2O. Voilà. Alors, ceci c'est la masse fois la chaleur spécifique fois le delta T, voilà, qui est ici. Et ça c'est la masse bien sûr de la substance, hein, c'est la masse fois la chaleur spécifique de la substance fois la variation de température que va subir la substance. Et ça c'est bien sûr c'est la masse d'eau fois la chaleur spécifique de l'eau fois la variation de température que va subir l'eau quand on va lui communiquer voilà, une certaine chaleur. Donc on aura une égalité entre le rapport des variations de chaleur entre elles. Bon, maintenant, sachant ceci, sachant cette relation-là, on va faire des comparaisons. On va établir des comparaisons. Comparaison entre les substances, connaissant, on va comparer ce qui est comparable, comparer des substances par rapport à ce qui est connu, par rapport à du connu, par rapport à l'eau. L'eau, on sait bien que c'est 4,18 joules par gramme et par degré Celsius qui fait une calorie. L'eau fait une calorie. Si on veut parler en calories, l'eau fait une calorie. Ouais, pour une calorie, pour réchauffer 1 gramme d'un corps et l'élever d'un degré, bien sûr. Bon, justement, ici, l'astuce, c'est de réunir les conditions pour pouvoir comparer. Alors, pour pouvoir comparer, il faut comparer des choses comparables. Donc, on va comparer par rapport à une même masse de corps. Bon, si c'est pour comparer une masse d'eau voilà, d'1 gramme d'une masse d'une substance de 10 kg, ça n'a rien à voir. Hein. C'est normal qu'il faut apporter plus de chaleur à la masse de 10 kg. Hein. Fatalement, bon, il y a 10 kg, d'un côté 1 gramme et 10 kg, il faudra plus de chaleur sur 10 kg. Donc, pour éviter ça, on va faire en sorte que toute substance, même l'eau, sera à 1 gramme, ou 1 kg si vous voulez. Bon, je peux mettre 1 kg. Voilà. Je vais mettre 1 kg à la place de 1 gramme. 1 gramme ou 1 kg. Alors, si je mets 1 gramme ou 1 kg, ben, la substance sera soit de 1 gramme ici, et de 1 gramme là. Donc, j'aurai 1 gramme, 1 gramme. Si j'avais pris 1 gramme. Voilà. Mais je peux prendre aussi 1 kg, hein, c'est pas un problème. Donc, si je prends 1 kg ici, je prends 1 kg ici. Voilà.
Alors, on va élever la température. Ce qui va nous gêner maintenant, c'est la variation de température. Parce que c'est tout à fait normal que si je donne une certaine chaleur qui fasse élever la température de 10 degrés, bah, et que l'autre, bon, elle fera élever d'1 degré, bon, il faut comparer ce qui est comparable. Donc on va, pour comparer ce qui est comparable, pour comparer justement les chaleurs spécifiques, on va partir sur base de que le delta T vaudra 1 degré Celsius. Pour tous les corps, aussi bien pour l'eau que pour toutes les substances. Ce qui veut dire que là, j'ai une élévation d'1 degré Celsius. Et là, une élévation d'1 degré Celsius, ce qui veut dire que ceci peut se simplifier. Voilà. Alors, si je prends des grammes, voilà, si je travaille en grammes et en degrés Celsius, si j'ai pris un échantillon d'1 gramme, le delta Q vaudra 4,18 joules par gramme et par degré. Le C0, je m'excuse, le C0. Le C0, parce que le delta Q c'est en joules. Hein. On aura 4,18 joules. Hein. Ici on aura le delta Q H2O vaudra 4,18 joules. C'est la chaleur qu'il faudra apporter pour élever l'eau d'1 gramme d'1 degré. 4,18 joules. Bon. Mais le C0 vaudra 4,18 joules pour 1 degré et pour 1 gramme. Voilà. Si j'ai pris en grammes. Bon, si j'ai pris 1 kg, si je prends 1 kg ici, on va prendre 1 kg d'eau. On va prendre 1 kg d'eau ici, 1 kg d'eau. À ce moment-là, j'aurai 4,18 joules pour 1 degré, mais pour 1 kg, et non plus pour 1 gramme. On aura 1 kg. Et on va mesurer quoi? 4180 joules, ce qui veut dire 4,18 kJ. Voilà. Et donc, l'énergie fera 4,18 kJ. Donc, vous voyez, ça va changer au niveau d'unité si vous prenez le gramme ou le kilogramme. Si vous avez 1 gramme, vous aurez 4,18 joules. Voilà pour delta Q H2O. Il faudra fournir 4,18 joules pour élever 1 gramme d'eau d'1 degré. Mais maintenant, il faudra, si vous mettez 1 kg d'eau, 4,18 kJ pour élever 1 kg d'1 degré Celsius. Voilà. Alors, pas confondre les unités, le delta Q, je vous rappelle que le delta Q, c'est la chaleur qu'il faudra fournir. Hein. C'est en joules. C'est une unité énergétique en joules. Maintenant, on peut l'exprimer en calories, il n'y a pas de problème. Ça fait une calorie. 4,18 joules, c'est une base unitaire qui a une calorie. Donc on pourra le comparer par rapport à delta Q. Si par exemple, s'il y en a un qui fait 2 calories, mais c'est 2 fois la chaleur massique de l'eau. Si vous avez 3 calories, c'est 3 fois la chaleur massique de l'eau. Si on a une demi-calorie, c'est la moitié, une demi-calorie. Voilà, une demi-calorie, c'est-à-dire pour la même masse, c'est la même chaleur. Hein. On a une masse pour réchauffer 1 gramme ou 1 kilo. Bon, tout dépendra si on est en kilocalories ou en calories. Hein. Si ce sera 1 gramme, si je prends 1 gramme, on aura une calorie pour l'eau, mais si je prends pour 1 kilo, j'aurai 1 kilocalorie pour l'eau. Mais la substance, je devrais prendre pour 1 kilo parce que j'ai pris pour 1 kilo pour l'eau. Donc, soit vous prenez 1 gramme, ou soit 1 kilo. Mais bon, soit vous aurez des calories. Si vous prenez en fait, en gros, si vous prenez le gramme, vous aurez soit des calories ou des joules. Si vous prenez le kilo, vous aurez des kilocalories à fournir ou des kilojoules. Voilà. Bon, mais maintenant, pour l'eau, on sait bien ce qu'il faut fournir. Hein. Il faut fournir une calorie pour élever d'1 degré. Hein. C'est la définition même de la calorie. Hein. Voilà. On a pris une base de 1 degré, bon, à partir de 15 degrés. Bon, la pression est de 1,013 bar. Donc on a à condition normale de 1,013 bar. Hein, pour toute substance qu'il faudra comparer par rapport à l'eau, il faudra voilà, une pression de 1,013 bar. Bien sûr, il faudra un système homogène. Alors comment avoir le système homogène? Mais quand on va commencer l'apport de chaleur, on ne va pas commencer directement à comptabiliser la chaleur pour monter de 15 à 16. On va commencer à 15. La température de base de comptage est de 15. Je vais vous le montrer par après. On va commencer de 15.
pour aller bien sûr à 1 degré plus loin, de 15 à 16. De 15 degrés à 16 degrés. Voilà, ça fait 1 degré, on a bien une variation. Mais on va commencer à chauffer à 12. Pourquoi? Pour rendre les choses homogènes. C'est-à-dire que on va en agiter. Bon, si on a des solutions liquides, on agite de telle manière à ce que bon, la température soit la même un peu partout, qu'on ait une condition d'équilibre initiale. Il faut que la température d'équilibre initiale, la température de départ soit une température d'équilibre initiale. Et on le verra via une grandeur macroscopique qui est la température. Il faut que la température soit constante dans tout le, voilà, dans tout le corps. Dans toute la substance, la température doit être constante. Bon, maintenant, ça n'assure pas qu'au niveau microscopique, toutes les molécules sont voilà, à l'équilibre. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'au moins, on aura un point de vue macroscopique qui dit qu'on a l'équilibre. Mais c'est peut-être pas forcément vérifié au niveau micro. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on a un point de vue macro qui est la mesure de la température. Donc, on va faire chauffer la température à 12 degrés et on va comptabiliser le comptage à partir de 15 degrés. Et tout ça, pourquoi faire? Ben, pour mesurer, bien sûr, le rapport C sur C0. Parce que les masses sont à 1 gramme ou 1 gramme, ou si je prends 1 kg, c'est 1 kg, mais on sait simplifier les masses. Donc les masses sont simplifiables ici. Voilà. La variation de température, bon, c'est 1 degré, elles sont simplifiables. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste? Ben, la variation de chaleur va mesurer pour 1 degré, bien sûr, et 1 kg ou 1 gramme de corps, ben, va mesurer le C sur C0. Mais le C0 étant connu, hein. Le C0 est connu parce que c'est quelque chose de référence, c'est une référence, on va dire, c'est une valeur de référence. Hein. Quand je dis quelque chose, c'est une valeur de référence. Le C0 est connu. Je vous ai dit, c'est soit une calorie ou une kilocalorie si vous travaillez en kilos, ou c'est, voilà, on a une base unitaire, hein, voilà, hein, ou alors vous travaillez en joules, avec l'unité énergétique comme l'impose le système international. Donc vous aurez soit le joule ou le kilojoule. Le joule si vous avez mis 1 gramme, 4,18 joules si vous avez mis 1 gramme, ou 4,18 kilojoules si vous avez mis 1 kilo. Bon, en tout état de cause, ben, vous allez mesurer le rapport C sur C0, ou qu'est-ce qui est connu? Ben, c'est le C0 qui est connu. Et donc on va pouvoir établir la valeur du C. Voilà, donc on a le C0 qui est connu. Voilà, c'est une référence. On a une référence qui est le C0. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer le C. Comment? Tout d'abord en partant des hypothèses ici. Et je n'ai pas encore terminé les hypothèses parce que oui, le système doit être homogène. On va commencer à comptabiliser à partir de 15, mais à 12, on va commencer à chauffer. Voilà, 12 degrés. Maintenant, ici, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que et c'est fort important pour ici, qu'on a un apport de chaleur qui est à débit constant. Et ça, c'est fondamental. Apport de chaleur à débit constant. Ça veut dire que la chaleur est dépendante du temps. Voilà. Alors, sachant cela, maintenant, on peut débuter l'étude du C sur C0. Voilà. Je vais enlever ceci. On sait bien qu'on débute à 15, il faut terminer à 16 pour avoir 1 degré. Et on va établir les courbes, les courbes d'études par les hypothèses qui vous sont données à droite. C'est-à-dire, on a 1 gramme ou 1 kilo d'échantillon, on a une variation d'1 degré, ça je vais le faire tout de suite. Je vous ai dit qu'on commence à chauffer à l'apport calorifique de chaleur à débit constant, on commence à 12, et à 15 on commence à démarrer le chrono. Donc il faut un chrono. Donc bien sûr que comme on fait intervenir le temps, il faut un chrono, donc on va aller de 15 à 16 degrés. Voilà, 15 à 16 degrés Celsius. Voilà, donc on va, je vais prendre ceci, rapprocher ici, et le 16, il est là. Alors, on va prendre 16, voilà. Voilà. Donc on a bien 1 degré, hein. On a bien de 15 à 16, on a bien 1 degré. Bon, ici.
Alors, vous comprendrez que sur l'axe des ordonnées, ben, on retrouve la température en degrés Celsius. T degrés. Et là, ben, le différentiel entre 15 et 16, bon, c'est notre fameux 1 degré Celsius. C'est la variation des corps par rapport à bon, la masse volumique de, enfin, par rapport à l'eau. Voilà, on a le 1 degré ici, la variation d'1 degré. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est la chaleur qu'on va apporter. Alors, on a fait un apport de chaleur à débit constant. Ça veut dire à débit constant, ben, la chaleur que j'appelle delta Q est proportionnelle à T. Donc ici, on a un axe qui va faire référence aussi bien à delta Q qu'à T, parce qu'ils sont proportionnels l'un des deux. Justement, c'est pour ça que je prends un apport de chaleur à débit constant, sinon on n'aurait pas proportionnalité. Donc là, ici, on aurait du mal à définir le rapport C sur C0. Hein. On n'aura pas une relation convenable entre C et C0, avec C0 connu. Alors, on n'aurait pas une bonne relation, puisqu'en fait, on n'a pas un apport à débit constant. Donc là, en fonction du temps, je ne peux pas exprimer sur deux axes identiques. Deux axes identiques, ça veut dire que je peux mettre deux variables qui sont proportionnelles l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire l'eau. Je vais vous faire l'eau. Voilà, je vais dessiner pour l'eau. L'eau est la référence. Voilà la référence. Ouais. Bon, je vais faire la référence, qui est l'eau. Donc on fait chauffer à partir de 12. On attend que tout soit homogène. Enfin, on attend. Quand à 15, on se dit que tout est homogène, on peut commencer. Voilà la prise de mesure. Et tous les delta T, tous les delta T, hein, voilà, on mesure. On a un point de mesure, tous les delta T. Tous les delta T réguliers. Et on construit ainsi donc la courbe qui est une loi linéaire, bien sûr. Ça, vous le savez déjà depuis longtemps, hein, que c'est linéaire. Voilà. Voilà. Et on dessine à droite. Et on surpasse le 6 degrés. Et ça, c'est pour l'eau. C'est la chaleur qu'il faut apporter, qui vaut 4,18. Hein. Voilà, 4,18 joules pour 1 gramme. Joule par gramme et par degré Celsius pour 1 gramme. Mais si je mets 1 kilo, c'est kilojoules par kilo et par degré Celsius. Voilà pour l'eau. Alors ça, c'est du connu, c'est de l'archi connu. Voilà, 4,18, on connaît. Maintenant, on mesure avec toujours le même chrono pour un autre corps. Alors si je prends un autre corps, je prends par exemple l'huile d'olive. L'huile d'olive, bien, je commence à mesurer. Mais je peux vous dire que l'huile d'olive, on arrivera à moitié. Ici, j'ai combien de barres? Une barre, deux barres, trois barres. Oui, donc ici, j'ai bien le temps, hein, en fonction du chrono. Supposons qu'il faut un temps T1, pour passer de 15 à 16 degrés. Alors, on passe à un temps T1. Bien sûr, le chrono, il commence en 0 ici. Hein. Je vais de 0 en T1. 0 en T1. Alors, bien, ici on a combien? Je vais regarder combien de barres que j'ai. Une barre, deux barres, trois barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres, 7 barres. Donc il faudrait 3 barres et demie, là, ici, pour arriver à avoir voilà, la variation d'1 degré pour l'huile d'olive. Donc je suis là, pour l'huile d'olive, voilà. Voilà. Alors maintenant je vais mettre la droite qui va représenter l'huile d'olive. Donc on commence le comptage, et au bout d'un temps moitié, bon, on se retrouve, temps moitié par rapport à T1 qui est la référence bien sûr, on se retrouve voilà, à 16, de 15 à 16. Donc d'1 degré, le 1 degré est obtenu à T1 sur 2. En faisant une comptabilité de T1 sur 2, et là on a ce qu'on appelle l'huile d'olive. On a le C, maintenant je peux faire la comparaison C sur C0. Hein. Ah, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver le C par rapport à C0. Le C, il est connu, hein, je vous le dis tout de suite. Le C, regardez, je vais vous montrer qu'il est connu. Je vous dis, l'eau, il est connu. Bon, on a le delta T ici, qui est d'1 degré.
on a un degré de delta T. Voilà. Et on a un temps ici qui correspond, T1, qui correspond à 4,18 joules par gramme et par degré, ou 4, si on en met 1 gramme, ou 4, ça fait 4, si je mets 1 kilo, on va mettre 1 kilo, 4,18 kilojoules, voilà, par kilojoules, 4,18, c'est l'énergie qu'il faut apporter, 4,18 kilojoules. Voilà. Alors si vous faites le rapport ici, 4,18 delta Y sur delta, ouais, si je fais ça, 4,18 divisé par 1, j'ai 4,18 joules, mais on sait bien qu'on a 1 kilo. Hein. Je vous ai dit qu'on avait 1 kilo. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui va donner le C0? Le C0, il va te donner par le delta X sur delta Y. Voilà. On aura le delta X sur delta Y. Le delta X, c'est-à-dire on a, oui, delta X sur delta Y, c'est-à-dire T1. On aura delta Q1 qui vaut 4,18 hein, kJ, hein, delta Q1, ouais, en T1 j'ai delta Q1, hein, et delta Q1 vaut 4,18 kJ. Voilà, c'est l'apport de chaleur à débit constant qu'il faut apporter pour élever d'1 degré. Et donc le rapport delta X, qui est 4,18 divisé par delta Y, n'est tout autre que le C0. Bon, et je dirais même plus, c'est MC0, hein, je peux dire que c'est MC0, parce que c'est pour 1 kilo. Voilà, je peux incorporer là-dedans la masse d'1 kilo. Donc en vérité, on a MC0 si vous voulez. On va dire plutôt qu'on a MC0 pour 1 kilo. Donc ça, c'est plutôt égal à le delta X sur delta Y vaut égal à, ouais, je sais pas, je peux le mettre ici, voilà, delta X sur delta Y vaut égal la masse qui vaut de 1 kg fois le C0. Voilà, et la masse est de 1 kg, hein. Bon j'ai pris 1 kg. Donc le delta X sur delta Y donne MC0, ce qui veut dire que delta Y sur delta X donne 1 sur MC0. Donc c'est le fameux coefficient K que je vous avais dénommé auparavant. Auparavant, je vous avais dit que bon, je faisais référence quand je mettais la formule delta, les premières vidéos que je vous avais montré, delta Q est égal à F de K substance. F de est fonction de la substance. On a K, voilà, qui est une fonction de la substance. Voilà. Fois la masse fois delta T. Voilà, ça c'est la loi que j'avais vue au tout départ, avant d'arriver à la loi fondamentale de la calorimétrie. Hein, fois delta T, voilà, j'avais vu ça. Alors, je vous ai dit que qu'est-ce que c'était K substance? C'était une proportion de la masse, c'est la variation de chaleur qui est proportionnelle, c'est la cause qui va induire la variation de température. Mais cette variation de chaleur, mathématiquement, on ne savait pas ce que c'était que la chaleur au départ, on était parti par toutes des considérations de la chaleur. Hein. Bon, Lavoisier avait dit que c'était un fluide calorique. Des philosophes ont parlé de fluide phlogistique, mais ça n'a pas tenu la route. Donc il a fallu 2 siècles pour se dire bon, que, par appréhender la chaleur au niveau des états de la matière, solide, liquide et gaz. Hein. C'est pas venu comme ça, c'est pas venu de bon du jour au lendemain que quelqu'un s'est réveillé en se disant bon la formule de la calorimétrie c'est ça. Pourtant elle est simple, hein, vous voyez qu'elle est simple, delta Q, oui il y a 3 produits. Mais au départ on savait bien que c'était dépendant de la température, il suffisait de voir Taylor et Richman, voilà. On sait bien que c'était dépendant de la masse, oui, mais qu'est-ce que c'était que la chaleur, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que ça dépendait des coefficients? Ben, il jouait beaucoup au départ avec l'eau. Donc bon, il fallait faire justement ce que je suis en train de faire ici, pour voir pour les autres substances, faire des rapports, et voir bon qu'il existe un rapport
pour lesquels on peut comparable, comme je suis en train de faire ici. Mais ce fameux cas F de K substance, c'est la proportion qui existe entre la chaleur et voilà, et la masse et la variation de température. J'aurais pu mettre K. Voilà, j'aurais pu mettre K. K. C'est l'élément proportionnel à la masse et la variation de température. Mais qu'est-ce que vaut ce cas? Mais justement, le cas substance, voilà, c'est M. Comme on sait bien que M est un invariant, ici, dans le système, mais on sait bien qu'on a K qui est un invariant sur une zone de température. Il varie légèrement, 1%, voilà, si on veut voir les variations, bah, il faut voir les zones où on utilise, je veux dire, comment on appelle ça, la température. Là, en ce moment, on peut voir quelques variations du K. En général, on considère comme un invariant. Ça veut dire qu'on a K fois, parce qu'on utilise dans des zones de température qui sont assez, je veux dire, les mêmes pour beaucoup de gens. Donc, par exemple, si je prends l'eau, de 0 à 100, bon, c'est une grande zone quand même, avant ébullition de l'eau, ben, il varie, le K varie en allant de 0 à 100, de 1%. Bon, on peut autant considérer que le K de l'eau est un invariant de 0 à 100. Et donc le K, en général, est un invariant. Donc ce cas, on trouve que c'est en fait la chaleur spécifique d'un corps. Si je prends un corps, une substance quelconque, delta Q d'une substance quelconque, c'est la masse fois le C fois le delta T. Oui, mais je viens de vous dire qu'ici, la masse est un invariant. Et oui, mais je viens de vous dire que le C est un invariant. Ce qui veut dire que le M fois C sont des constantes. Si je fais un invariant qui est une constante fois une constante, ben ça fait une constante. Donc M fois C est une constante. Donc le delta X sur delta Y mesure mesure ceci. Mais pour l'eau, parce que bon, pour la H2O. Pour la H2O. Et pour les autres substances aussi. Hein. Ici, je suis en train de le faire pour la H2O. C'est pour ça que j'ai MC0. Hein. Je le fais pour l'eau pour l'instant. Voilà. Ce qui veut dire que delta Y sur delta X, c'est 1 sur MC0. Bon, je peux dire que voilà, ici, on a delta Y sur delta X, qui est bien sûr l'inverse de 1 sur MC0 pour l'eau. Pour l'eau, hein. Parce que pour un autre cours, ça sera l'inverse de 1 sur MC. Voilà. Voilà comme mesure le delta Y sur delta X. Mais bon, on connaît le delta Y qui vaut 1 degré. Hein. Le delta Y qui vaut 1 degré. Vous voyez qu'ici, j'ai une variation d'1 degré. Vous voyez ici, c'est corps ici. Là, il a 1 degré. De 15 à 16, on a 1 degré. Donc le delta Y est déterminé. C'est la variation, elle vaut 1 degré. Mais pour l'eau, la variation ici de chaleur est déterminée aussi. Hein. Le delta X et le delta Y sont tous les deux déterminés. Voilà. Maintenant, pour les autres corps, ce qu'on a déterminé, ben, c'est le delta Y. Le delta Y vaut toujours 1 degré. Si je prends l'huile d'olive ici, je vous ai dit que j'allais prendre de l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive en brun. Le delta Y vaut toujours 1 degré. Donc le delta Y est connu. Maintenant, est-ce que le delta X est connu? Ben oui, parce que on connaît la chaleur qu'on apporte pour élever d'1 degré. On comptabilise au chrono et on sait voir comme on a un apport à chaleur à débit constant, mais là j'étais 1,5. T1,5, comme on a un rapport à débit constant, un apport de chaleur à débit constant, mais si j'ai un temps de T1,5, je sais quelle chaleur que j'ai apportée. Or, si pour T1 j'apporte 4,18, mais comme on a un chaleur à débit constant, c'est-à-dire que c'est purement proportionnel, mais je fais la moitié pour avoir T1,5. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 4,18 divisé par 2, 2,09. Voilà. T1,5 vaudra 2,09. Voilà. Voilà. Donc pour l'huile d'olive, j'aurai 2,09. Bien sûr, à une pression de 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 . 1,5 .
Non, pas tout à fait, parce qu'il faut prendre en compte le coefficient de proportionnalité alpha entre l'apport de chaleur et le temps. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va chauffer. Ouais, parce que j'ai pas le coefficient de proportionnalité, je peux pas dire que ça fait 2,09. Hein. Il faut encore tenir compte du coefficient de proportionnalité temporel. Euh, voilà. Je vais réfléchir 2 secondes hein, pour voir si je peux l'avoir. Donc, je pourrais le trouver, mais c'est parce que je n'ai pas le coefficient de proportionnalité. Mais je pourrais vous le trouver. Je pourrais vous le trouver connaissant, je veux dire, bien sûr, comment on appelle ça, voilà, le C sur C0 de l'huile d'olive. Le C sur C0 de l'huile d'olive vaut 0,47. Voilà, il vaut 0,47. Voilà, C sur C0 égale 0,47 kilojoules par kilo. Hein. Voilà, 0,47. Bon, on sait bien que les conditions sont là. Je vais enlever parce que si ça devient un petit peu brouillon. Donc je vais essayer d'enlever des choses. Les hypothèses sont là. On a 1 kg. J'ai pris 1 kg. Hein. En général, ce sera 1 kg. Voilà, j'ai pris l'élévation d'1 degré. On a une pression normale de 1,013 bar. On a une solution homogène parce qu'on a chauffé à partir de 12 jusqu'à 15. Et on a commencé le chrono à 15. Voilà, et on a un apport de chaleur à débit constant. Voilà. Ceci, donc, j'en ai plus besoin. Voilà. Et je vais noter que pour le C sur C0 de l'huile d'olive, est égal à 0,47. Voilà. Alors, ce qui veut dire que le C de l'huile d'olive, il vaudra, je vais multiplier par 4,18 c'est 0. Donc il suffit de faire 0,47. C'est pour trouver le C, c'est bien sûr 0,47 fois 4,18 fois le C0, hein, 4,18 égale 0 fois 47 fois 4,18. Voilà, j'ai 1,96. J'obtiens 1,96. Voilà, et ça, c'est le C de l'huile d'olive. C de l'huile d'olive. Ça, c'est pour l'huile d'olive. Bon, alors, pour l'essence qui contient de N-octane, le C sur C0, il vaut 0,5. Voilà. Donc le C est égal à 0,5 fois 4,18. Je vais calculer ça. 0,5 fois
4.18. Voilà, j'ai 2,09. Voilà, ça c'est pour l'essence. N octane. Voilà. Essence. Je peux encore chercher un composé. Voilà, le mercure. Va m'intéresser. C'est C sur C0 vaut 0,033. Bon, je pourrais trouver le coefficient hein, avec tout ça. Bon, j'ai combien? Je suis en train de réfléchir pour avoir le coefficient, mais voilà, 0,033 fois 4.18. 0,033 fois 4.18. 0,1379. Ouais, ça fait, on va dire 0,14. Voilà, ça c'est le C du mercure. Bon, alors le mercure, l'huile d'olive, bon, il faut un temps T1,5. Voilà, pour l'huile d'olive. Voilà, et pour le mercure, ben, je vais faire le mercure. Il faut diviser. On a un temps T1 sur 13. Donc voilà, T1 sur 13. Je vais faire ça tout de suite. Je vais essayer de décomposer en 13. Hein, donc je vais essayer. Hein. 1, 2. Je vais mettre une autre couleur. Voilà. Je vais mettre de l'orangé. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est trop grand. Je vais arriver à 10. Bon, je vais prendre quelque chose de un peu plus petit. Je vais prendre une autre couleur, du vert. Voilà. Ou alors, je vais décomposer. Ici, c'est la décomposition en deux. Hein. J'ai la décomposition en deux. Donc, il me faut 6,5 entre les deux là. Donc, on va essayer de mettre 6,5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un peu plus grand. Donc, voilà, je prends juste un peu plus grand. 1, 2, 3, 4. Bon, attends, c'est plus petit. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends à partir ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et un demi. Voilà, donc voilà, on va dire c'est comme c'est ceci. Donc là, si je décompose ici en 13 parties, c'est-à-dire la 13e partie, ceci, hein, qui est là, exactement ceci, constitue un 13e de partie. Donc je vais le mettre ici. En gros, on a ça. Voilà. Là, j'ai un 13e de partie par rapport au 0. J'ai un 13e. Voilà. Donc un 13e, bon, maintenant je peux aller rechercher ici. Voilà, j'ai un 13e de T1. T1 sur 13. T1 divisé par 13. Là, on a le mercure. Je vais le mettre en vert ou en mauve pour le mercure. Voilà. Et pour faire un degré, ben, vous voyez que le mercure, il faut un 13e de temps. Ce qui veut dire quelque part, c'est aussi une vitesse. Hein.
ça veut dire que l'huile d'olive se réchauffe deux fois plus vite que l'eau. C'est normal. Pourquoi? Parce que comme on a un débit constant, il nous faut un apport de chaleur qui est la moitié de la chaleur de celle de l'eau. Voilà, on est à la moitié de la chaleur de celle de l'eau. Voilà, donc l'eau, je vais mettre l'eau, hein, voilà, je vais remettre en noir l'eau. La chaleur nécessaire pour élever d'un kilogramme d'un degré, l'eau, c'est ceci. Voilà, ça c'est pour l'eau. C'est la chaleur à apporter pour l'eau. Maintenant, la chaleur à apporter pour l'huile d'olive, mais c'est la chaleur ici. Je vais le mettre avec une autre couleur. Voilà. Je vais mettre avec cette couleur-là. Voilà pour l'huile d'olive. Hein. Ça va aller de là à ici. Donc on ne va pas fort. On ne va pas fort, mais en fait c'est ceci. Hein. Voilà, c'est de là. Voilà. C'est le delta T qu'il faut pour faire chauffer l'huile d'olive. C'est un temps de moitié, donc c'est une chaleur moitié par rapport au delta Q de l'eau. Voilà. Donc l'huile d'olive, bon, on a 0,40. Donc je sais trouver le rapport. Hein, 4,18, 1,96. Le rapport fait 4,18, 0,47. Bon, je vais regarder tout de suite. Si vous permettez, on doit patienter un tout petit peu. On a, pour l'huile d'olive, le C vaut 1,96. Voilà. Mais le C sur C0 fait 0,47. Il fait 0,47. Voilà. Pour, on va dire, on va prendre le mercure, qui est dans le graphique, hein, parce que le mercure est là. Je vais vous montrer où est le mercure. Le mercure, il est là, hein, c'est la dernière courbe que j'ai fait. Voilà, il se réchauffe 13 fois plus vite. 13 fois plus vite que l'eau. Je vais mettre le mercure. Le mercure, il chauffe 13 fois plus vite. C'est pour ça qu'on l'utilise en thermométrie. Hein, parce qu'il chauffe beaucoup plus vite. Il se dilate bien vite. Et donc, quand on le met dans un tube où le verre va se dilater aussi, mais très faiblement par rapport au mercure, qui va se dilater beaucoup plus vite. Donc, comme on a un tube fin, le mercure va vite monter. Et il suffit d'étalonner le tube en verre pour avoir un thermomètre à mercure. Donc le mercure est fortement utilisé en thermométrie parce que justement, il a une vitesse de, comment on appelle ça, voilà, pour passer de 15 à 16, c'est beaucoup plus rapide, 13 fois plus rapide que celle de l'eau. Donc on peut l'utiliser voilà, comme liquide thermométrique. Donc il va vite varier, si vous voulez, il va vite varier. Il suffit d'étalonner sur voilà, un bout de verre, un tube très fin, pour avoir l'étalonnage. Hein. Voilà, il va se déplacer dans un certain volume voilà, cylindrique, et donc on peut étalonner, mettre la graduation voilà, pour avoir 1 degré. À quoi correspond 1 degré? Sur un tube bien sûr calculé au niveau volume. Voilà, mais moi ce que je vais calculer, c'est en fait, on sait bien qu'on a un apport de chaleur à débit constant, donc on sait bien que le rapport fait 4,18, hein, on a 0,47 fois 4,18 fait on aura chaque fois par rapport à un C sur C0, ben, le C vaudra toujours 4,18 fois le C, fois la valeur trouvée C sur C0, qui est le rapport, hein. C sur C0, c'est quoi? Voilà, le C sur C0, quelque part, je vous avais dit que pour avoir C sur C0, il suffit de faire delta, les rapports de delta. Alors, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que je vais effacer ceci.
je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Je fais une sélection. Il fait des siennes. C'est plutôt moi qui fais des siennes en utilisant mal. Ouais, donc ici ça va pas. Bon, alors sélectionner. Je suis en zone de sélection. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi il me met en blanc, mais il va remettre en blanc. Bon, on va gommer alors. Hein. Pour éviter de passer son temps à utiliser le logiciel, on va gommer. Alors, comment avoir le C sur C0? Ben avec les delta Y sur delta X. Hein. Le delta Y est connu partout, il vaut toujours 1. Le delta Y vaut toujours 1. Regardez ici. Ici, il vaut 1. Le delta Y vaut 1. Ici, le delta Y vaut 1. Pour celui-là, le delta Y vaut 1. Donc, le delta Y vaut toujours 1. Donc, dans mes calculs, ceci, le delta Y vaut 1. Toujours. Parce qu'il vaut 1 degré Celsius. Ou si vous voulez, ceci vaut 1. Si je mets delta X sur delta Y, c'est le delta Y qui vaut 1. Voilà. Alors pour avoir on sait bien que là on a 1 kg. Donc il suffit de faire le delta. Pour avoir C sur C0, je fais delta Y sur delta X de la substance. Voilà. Donc delta Y sur delta X de la substance. Delta Y, ceci. Bon, il faut que je mette voilà, une plus grosse mine. Voilà. Le delta Y de la substance, par exemple, je prends de l'huile d'olive, voilà, le delta Y, il est là. Le delta X, il est où? Mais il est là, pour l'huile d'olive. On va mettre avec une autre couleur, jaune. Je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en noir alors que je suis en jaune. C'est pas grave. Donc, je verrai ça plus tard parce que bon, c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que ici, ça c'est le delta Y. Le delta Y qui vaut 1 degré. Mais c'est le delta Y de la substance qui est l'huile d'olive. Ici, j'ai le delta Y qui vaut 1 degré pour la substance qui est l'eau. Alors, comment avoir le C sur C0? Ben, je dois faire le delta Y de l'eau. Delta Y. Si je fais delta Y de l'eau, qui vaut 1 degré Celsius, sur le delta X. Et le delta X vaut donc 1 sur MC0. 1 sur MC0. Voilà. Alors, pour avoir, je dois multiplier ceci par MC. Par MC. Donc, je dois multiplier delta Y. Voilà. Je vais vous mettre l'équation que je voulais vous mettre au départ. C'est delta Y sur delta X de l'eau. Ça, c'est pour l'eau. Voilà, qui vaut bien sûr 1 sur MC0. Voilà, 1 sur MC0. Pour ça, je dois multiplier par le delta X. Voilà, ça c'est pour l'eau. Hein. Je vais vous mettre en parenthèse, entre parenthèses. Là, c'est H2O. Voilà. Fois le delta X sur delta Y. Fois le delta X sur delta Y. De la substance. Voilà. En faisant ça, on a quoi? Ben, on a
1 sur MC0 fois l'inverse de 1 sur MC0, ce qui fait MC. Donc on aura 1 sur MC0 fois MC. Donc les masses valent 1 kg. Je peux l'écrire. Hein. Je vais l'écrire. J'ai plus tellement de place. Bon, ça m'embête un petit peu de. Voilà, je vais remonter ceci. Ouais. Celui-ci, je vais le remonter. Voilà. J'ai un arrière-plan vert en fait. J'ai un arrière-plan vert. Enfin, ça me dérange pas, mais c'est pas ça. Donc voilà, si je fais le calcul, le calcul, delta y sur delta x, bon, delta y c'est 1, hein, et delta x c'est mc0. Donc j'aurai 1 sur, je m'excuse, mc0, voilà, ça c'est pour l'eau, fois delta x sur delta y de la substance, c'est-à-dire fois MC sur 1. M fois C sur 1. Et en faisant ça, vous avez C sur C0. Donc delta Y sur delta X, ben, delta Y est connu, hein, ça fait 1. Voilà. Et delta X sur delta Y, le delta Y est connu, ça fait 1 au dénominateur. Voilà. Et donc là, on a bien le rapport, c'est comme ça qu'on calcule le rapport C sur C0. Voilà. C sur C0 est calculé comme ça. On connaît tout, hein, on a les droites, on a tout ce qu'il faut. Hein. Tout ce qu'il faut, voilà. On a le M qui vaut 1 kg, le delta Y qui vaut toujours 1 degré, quelle que soit la substance, parce que c'est défini par rapport à 1 degré. On s'est défini par rapport ici, on a pris 1 kg en tant que définition, donc on aura des kilojoules, voilà, en tant que fourniture de chaleur, des kilojoules. Donc quand je vous mettais tout à l'heure 1,96 pour l'huile d'olive, mais ce sera 1,96 kJ par kilogramme et par degré Celsius. Si je vous mettais 0,14, c'est 0,14 pour kilojoule par kilo et par degré, parce qu'on a mesuré pour 1 kilo. On fait les mesures pour 1 kilo. Voilà, donc comment faire le calcul? On connaît les droites, mais il suffit de diviser, si vous voulez, le delta Y, il fait toujours 1, divisé par delta X. En fait, ça revient à faire quoi? Le delta X, delta Y sur delta X, vaut 1. Ça revient à faire le delta X substance divisé par delta X eau. Voilà. Donc il suffit de mesurer la variation en X de la substance et celle de l'eau. Donc on a, ici si je devais écrire ça, delta X substance, vous faites juste le delta X, vous faites une lecture sur le graphique de delta X substance, divisé par delta X eau. Donc il suffit d'aller voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'où les flèches, l'intérêt des flèches ici, hein, c'est ce que je voulais dire. Là on a toujours un degré, là on a toujours 1 degré, donc ce qui veut dire qu'ici on aura delta Y qui vaut 1 degré ici, voilà, donc j'ai 1 degré Celsius, voilà. Là j'ai delta Y qui vaut toujours 1 degré, que ce soit pour la substance. Ici c'est le delta Y voilà, de l'eau qui vaut 1 degré, mais là j'ai le delta Y de la substance qui vaut toujours 1 degré. D'où le 1 ici et le 1 là. Voilà. La masse elle vaut 1 kg, je pourrais même mettre que ici ça fait 1 kg pour le M ici, et là j'ai 1 kg. Donc il va rester, si vous voulez, une proportion de C sur C0. Et C sur C0, ce sera delta X, 1 sur delta X, voilà, 1 sur delta X, 1 sur delta X, donc H2O. Donc le delta X, il est au dénominateur. C'est pour ça qu'ici, j'ai un delta X H2O qui est au dénominateur. Et puis, multiplié par quoi? Par delta X substance. Donc le delta X substance, il est au numérateur. Donc j'ai delta X substance divisé par delta X H2O. Donc il suffit d'aller faire une lecture de delta X H2O qui est connu, hein, c'est 4,18. Hein. Voilà, delta X H2O, c'est le temps, voilà, on arrive au temps T1, voilà, on a chauffé avec une temps 4,18. Hein. Voilà, delta T H2O, c'est notre fameux 4,18 ici. Le C sur C0, le C0, c'est 4,18. Hein.
Voilà, on connaît ça. C'est toujours, on compare toujours delta X par rapport à delta X de la jauge. On fait une comparaison. Donc il suffit d'aller juste lire, vous faites le graphique, et vous lisez, c'est juste, par exemple, pour l'huile d'olive, je veux lire ceci, cette zone-là. Ça me suffit. En connaissant ça, j'ai le C0 de l'huile d'olive. Voilà. Bon, vous allez me dire, pourtant il n'est pas la moitié. Bah oui, c'est normal, je vous ai dit qu'il y a un facteur, on a un apport de chaleur calorifique qui est proportionnel, enfin un apport calorifique à débit constant. Donc là, c'est parce qu'il y a un coefficient de proportionnalité par rapport à la chaleur et au temps. C'est ça que je voulais calculer tout à l'heure. Parce que vous voyez qu'ici pour l'huile d'olive, le delta X il fait 0,47. Voilà, 0,47. Et pour l'eau, il fait 4,18. Or, on trouve une moitié. C'est la moitié. Pour aller de 4,18 à 0,47, j'ai voilà, moitié de temps. Moitié de temps. Donc, ça veut dire que pour 0,47, de 4, voilà, 4,18, j'ai un temps T1. Je ne sais pas combien il fait, voilà, ça dépend du coefficient de proportionnalité. Et pour 0,47, on a la moitié du temps. Voilà. Donc je peux déterminer, si je fais 4,18 divisé par 0,47, hein, le rapport fait 8,89. 8,89. Voilà. Voilà, maintenant, est-ce qu'on fait x2 ou divisé par 2? Bon, temps divisé par 2. Temps divisé par 2, voilà. Donc 8,89 fait la moitié du temps. Ça, c'est la moitié du temps. Voilà, la moitié du temps. T. Voilà. Bon, je prends pour le mercure 0,033, 4,18 divisé par 0,033, 4,18 divisé par 0,033, 126. Voilà. Alors je vais diviser par 8,89, 14,2. 14,2. C'est à peu près, voilà. En vérité, il fait environ 13. La vitesse, elle est 13 fois plus grande. Voilà. Il faudrait trouver le coefficient de proportionnalité, c'est pas un problème ça. Bon, je pourrais calculer, mais bon, pour éviter de faire du calcul et bon, de ne pas expliquer ce que je devrais expliquer, voilà, ça risquerait d'être brouillon. Donc je ne vais pas calculer ça ici. Je pourrais calculer le coefficient de proportionnalité ici, mais c'est pas le but de la vidéo. Pour ça, il faut que je cherche. Voilà. Parce qu'on a un peu de tout, hein. On a un peu de tout. Bon, on sait bien que l'huile d'olive, bon, ce sera le temps moitié. On sait bien qu'on a un apport calorifique à débit constant. L'huile d'olive, bon, il faut un temps moitié pour réchauffer l'huile d'olive par rapport à l'eau, en comparaison avec l'eau. Ça veut dire que l'huile d'olive se réchauffe 2 fois plus vite que l'eau. Pour l'huile, ben, on connaît voilà, on sait bien que c'est un 13e. On a une vitesse 13 fois plus rapide que celle de l'eau. Voilà. On pourrait faire une comparaison de l'huile d'olive par rapport au mercure, sans aucun souci. Une fois qu'on connaît des données, bon, on peut partir à partir de ces données, hein, parce que bon, on n'est plus obligé de partir de l'eau. Une fois qu'on connaît l'eau et qu'on a trouvé des autres éléments, ben, les autres éléments seront proportionnels entre eux. Totalement, parce qu'on connaît un élément de référence, ben, une fois que j'ai un élément de référence, je peux comparer par rapport à d'autres éléments. Donc je pourrais trouver, si vous voulez, le coefficient de proportionnalité qui existe entre la variation de temps et la variation de chaleur, puisque c'est un débit constant. Bon, ceci étant dit, le C, voilà comment on trouve le C, c'est en comparaison avec le C de l'eau. Donc C, c'est la chaleur massique de la substance. Donc pour la déterminer, bon, on la compare par rapport à l'eau. Alors comment on va faire?
Et ça, quelle que soit l'unité de quantité de chaleur choisie, hein, bien sûr, je vous l'ai dit, on peut trouver toujours les rapports qui s'imposent. Donc on a pu voir que le mercure s'échauffe beaucoup plus vite que l'huile d'olive, et que l'huile d'olive s'échauffe plus vite que l'eau. Et je vous ai dit que justement c'est un argument important pour l'utilisation du mercure comme liquide thermométrique, parce qu'en fait vous voyez qu'il par rapport à voilà, on a presque une courbe qui est qui s'approche de l'axe des Y. Elle se rapproche. Mais la courbe des axes des Y, c'est un cas idéal qu'on n'aura jamais. Hein. Tout comme la courbe, l'axe des X, on n'aura jamais. Hein. Si je prends d'autres substances, les autres substances qui sont au-delà de l'eau, ça veut dire qu'ils vont s'élever d'un degré Celsius, ils vont demander pour s'élever d'un degré Celsius énormément de chaleur. Énormément de chaleur, plus que celle de l'eau. Voilà. Ce qui voudrait dire que la vitesse, là, à ce moment-là, quand on passe de l'autre côté, à droite de l'eau, hein, si on passe dans cette zone-là, par rapport à l'eau, ben, les éléments l'eau sera plus rapide à réchauffer que ces éléments-là. Ça veut dire que ces éléments-là seront moins rapides à se réchauffer par rapport à l'eau. Mais maintenant, on a une limite, bien sûr, qui est l'axe des X. Ici. On n'aura jamais ce cas idéal-là, tout comme je vous ai toujours dit, on n'aura jamais ce cas idéal sur l'axe des Y. Voilà. On n'aura jamais ces cas de figure-là. Alors maintenant, comment on va faire pour mesurer tout ça? Tout a été mis en place. Hein. Tout a été mis en place. Alors pour ça, on va préparer deux sources de chaleur à débit constant. Une qui va servir à réchauffer la masse de référence qui est l'eau, et l'autre qui va servir à réchauffer par exemple un corps métallique, un disque métallique par exemple. Voilà. Par exemple, je peux prendre du cuivre. Ce qu'il faut qu'on ait les bases des deux corps. Voilà, en d'autres termes, comment mesurer le C sur C0? Ben, il faudra deux systèmes à comparer. J'aurai un sous-système 1 et un sous-système numéro 2. Ces deux systèmes constituent le système à étudier. Mais je les sépare parce que voilà, sous-système S1 qui sera l'eau, la référence. Alors j'aurai ici le sous-système S2. Et là, on a le système complet, composé de deux sous-systèmes. Et en dehors de ça, bien sûr, on a le milieu extérieur. Alors pour ça, on va apporter une énergie calorifique qui va faire élever les deux corps, les deux sous-systèmes, et on va en établir, je veux dire, le rapport que vous venez de voir. Alors pour ça, je vous ai dit que le sous-système numéro 1 sera de l'eau. Là, on aura de l'eau qui va constituer le corps de référence. Et là, on aura la substance. Voilà, la substance. Bien sûr, tous les deux vont être chauffés de manière distincte. Je vais avoir un apport calorifique par rapport à lui, et un apport calorifique par rapport à un autre apport calorifique, mais tous les deux étant bon, on peut faire un système comme ceci, hein, voilà, pour apporter les chaleurs. Voilà. On aurait deux trous. J'apporte la chaleur ici, je répartis la chaleur pour que la chaleur soit uniformément répartie à gauche qu'à droite. Et là, je veux deux sources de chaleur. Un débit constant. Là, bien sûr, le débit serait constant à partir de là. Mais là, on aurait une séparation. Ça nous apporterait un débit constant. Bien sûr, on pourrait réguler le débit. Hein.
pourrais réguler le début, je sais pas moi, avec une, voilà, une vis de réglage ici. Une vis de réglage, bon, qui permettrait de laisser passer plus ou moins de chaleur. Voilà. Bon, tout dépend de la source qu'on a. On peut avoir une source à gaz, enfin peu importe, mais bon, du moment que c'est une source à débit constant. Alors, le meilleur, c'est une source à débit constant régulée, qu'on peut réguler. Alors, ceci étant dit, ben on va créer ce système-là. On va mettre une masse d'eau. Voilà. Là-dedans est contenu de l'eau d'une masse de 1 kg. Bien sûr, il nous faut un chrono. Hein. Il faut un chrono. Voilà. Et alors là, je vais prendre un disque en cuivre qui fait la même, voilà, la même mesure que en surface que le récipient d'eau. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va porter les apports calorifiques pour celui-ci, pour l'eau, pour chauffer l'eau, et pour chauffer le cylindre en cuivre. Donc le cylindre en cuivre il est là. Cylindre en cuivre, et l'eau est ici. Bon. Ça c'est parce qu'il y a des trous. Hein. Quand il fait ça, c'est parce que il y a des trous. Alors ici, il n'est pas obligé d'être fermé. Hein. On n'a pas forcément un récipient. On peut avoir un récipient ouvert. Alors je vous expliquerai qu'il y a la différence entre un récipient ouvert et fermé. Hein. Alors, on aura la chaleur massique à pression constante et à volume constant. Il y en a un, il est à... Voilà, on mesure la chaleur massique avec un récipient clos et l'autre un récipient ouvert. Bon, voilà. Et alors, c'est toute une théorie qui va découler de ça. On va avoir toute une théorie qui va découler, voilà, des chaleurs massiques à pression ou à volume constant. Mais ici, je le fais à récipient ouvert. Récipient ouvert. Voilà. Voilà, donc j'apporte l'énergie calorifique à débit constant, qui est ici, et ici. Et on fait circuler, voilà. Bien sûr, je vous ai dit qu'on va commencer à une température de 12 pour tenter d'homogénéiser. Là, ça c'est la chaleur. On apporte la chaleur. Voilà, qui peut provenir, voilà, une chaleur qui peut provenir d'une source de chaleur qui est un peu plus éloignée. Voilà. Ça vient de par là, hein. On s'en fout d'où ça vient. Voilà. Et on a la chaleur qui va venir se connecter ici. Voilà. Et un qui va venir se connecter ici. Donc là pour vous dire que la chaleur va passer comme ceci. Et la chaleur va venir se connecter, enfin va venir parcourir comme ceci. Voilà. Et donc la source de chaleur, on peut estimer qu'elle vient de par là. Voilà, elle vient de par là. Et alors, bon, ici, bon, il y en a un qui va passer par ici. Voilà. Et on peut mettre des vis de réglage où vous voulez. Hein. Je peux mettre une vis de réglage ici. Pour ouvrir ou fermer la quantité de chaleur. Je peux en mettre une ici. Hein. Je peux même réguler la gauche par rapport à la droite. Pourquoi pas.
peut s'amuser à mettre des régulations un peu partout à droite à gauche pour voilà, avoir une quantité, se dire quand est-ce qu'on a exactement la même quantité de chaleur à droite et à gauche. Donc on peut s'amuser là-dessus. Voilà, donc, mais là, on a une masse de 1 kg de part et d'autre. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on mettait donc la même surface. Donc on mettait un... Donc si je prends le liquide, il est à paroi mince. Hein. Donc c'est une paroi diathermane, si vous voulez. Là, on a une paroi diathermane. Pourquoi diathermane? C'est pour que la chaleur puisse aller vers... elle ne doit pas être isolée, elle doit être circulée. Elle doit circuler, cette chaleur-là, dans, voilà, dans le corps liquide qui est l'eau. Donc on doit avoir des parois ici qui sont diathermanes. Donc la chaleur doit pouvoir y entrer facilement et ne pas, je veux dire, avoir une quantité de chaleur qui soit perdue. Donc il faut quelque chose qui laisse passer correctement la chaleur. Voilà, donc toute la mise en place est là, on chauffe les deux successivement, l'un après l'autre, ou en même temps. Donc avec une source, c'est pour ça que je vous ai mis une buse de réglage. Ici, on peut commencer avec l'un tout d'abord, et puis l'autre après, ou les deux en même temps. Les deux en même temps. Et là, on peut constater que le métal s'échauffe beaucoup plus vite que l'eau, hein, le cuivre. Pour le cuivre, il faut pratiquement une quantité de chaleur 10 fois inférieure à celle qui est nécessaire pour que l'eau subisse le même changement de température delta T. Alors, là maintenant vient un aspect très important, c'est un savant qui est Joseph Black, hein, c'est un anglais, Joseph Black, qui était en même temps médecin, chimiste et physicien. Généralement, quand on est médecin, les médecins ont beaucoup de cours de chimie, les pharmaciens aussi. Les pharmaciens et les médecins ont des cours de chimie, donc c'est un petit peu, un médecin est quelque part un petit chimiste, hein. Enfin un petit chimiste, c'est quand même un chimiste. Hein. Un médecin, c'est quand même un chimiste. Hein. Quand il a des cours de chimie organique, des cours de chimie minérale, bon, ce sont des cours principaux. Hein. La chimie sont des cours principaux pour la médecine. Bon, donc en fait, bon, quand on dit chimiste, c'est tout à fait normal, mais un médecin est un petit chimiste. Ouais. Mais le médecin est aussi un physicien. Donc on peut comprendre que le médecin, Joseph Black était médecin, en même temps chimiste et physicien, parce qu'il avait d'énormes connaissances en médecine. Chimiste était reconnu comme médecin, chimiste et physicien. Et alors, le plus important, c'est qu'il a reconnu en 1760 qu'il est indispensable de faire une distinction entre chaleur et température, parce que la chaleur absorbée au CD delta Q est seulement la cause du changement de température. Ça, vous le savez depuis longtemps, je vous l'ai toujours dit, mais il aura fallu de nombreuses années pour comprendre ça, que quand on écrivait delta Q delta Q est égal à N fois... Je vous rappelle qu'il faut 2 siècles d'histoire pour comprendre ces notions-là. Hein. C'est pas venu, c'est pas parce que l'équation fait une ligne que ça est bon, ça a été trouvé du jour au lendemain. Hein, ça c'est voilà, parce qu'on n'appréhendait pas la chaleur, on ne sait pas ce que c'était. Au bout du compte, maintenant, on sait ce que c'est que la chaleur, c'est une forme d'énergie. Voilà. Donc 200 ans d'histoire. Avec tous les savants qu'il y a eu derrière, je vous les ai déjà cités. Hein, je vous en cite un ici, Joseph Black, 1760, mais tout a commencé en 1700. Je m'excuse. Tout a commencé en 1700 avec bon, le mélange d'eau chaude et d'eau froide. Bien, même si avant il y avait l'héliopile ou l'héliolype, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, l'héliopile, des Grecs, donc transformation d'énergie, enfin de vapeur en énergie mécanique au travers. Ils avaient réussi à faire tourner une roulette au travers de la vapeur. Donc bon, les études de chaleur commençaient déjà là, mais les véritables études de chaleur ont commencé en 1700. Hein, en 1700. Voilà, les véritables études sur la chaleur ont commencé en 1700 pour se terminer au-delà de 1900. Donc plus de 200 ans d'histoire au niveau bien sûr des solides, la chaleur des solides, chaleur des liquides et chaleur des gaz. Parce que les gaz, c'est encore une autre manière d'étudier les choses. Mais tout ça, c'est 200 ans d'histoire. Donc n'allez pas entrevoir que delta Q égale MC delta T, bon, est anodin, loin de là.
Et la chaleur, c'est pas ce qui manque, hein. On en retrouve sur Terre et dans l'univers. Bon, c'est des échanges énergétiques qui se passent dans l'univers, hein. Comprendre l'environnement terrestre ou cosmologique, ou peu importe ce que vous voulez, ben, je veux dire, c'est comprendre la chaleur. Parce que la chaleur est partout. Elle est partout. Vous vous réveillez au matin, elle est là. Soit vous avez chaud, soit vous avez froid. Qu'est-ce qu'il y a encore chaud, qu'est-ce qu'il y a encore froid, c'est la première question qu'on se pose. Voilà, ben, bon, bien sûr, il y a les sensations on peut comprendre les sensations du chaud et du froid par bien sûr, les 5 sens que l'on a. La chaleur, par exemple, un des sens, le toucher, peut vous faire, mettez votre doigt dans l'eau chaude, vous comprendrez que l'eau est chaude. Mais pour donner une signification à la chaleur, c'est difficile. C'est pour ça qu'il aura fallu 200 ans pour comprendre ça, pour donner des significations, en pensant que au départ c'était un fluide phlogistique, un fluide calorique d'après Lavoisier, un fluide phlogistique d'après certaines personnes, et que tout ça n'était pas, je veux dire, palpable. La chaleur n'est pas palpable, c'est une forme de l'énergie, voilà, qui n'est pas palpable. Comme beaucoup de choses qui sont difficiles à entrevoir, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, mais c'est quoi? C'est tout ce qui est micro. Et la chaleur provient de quelque chose, de phénomènes qui sont microscopiques, hein. Et ce qui est microscopique, on n'entrevoit pas, donc c'est difficile de voir. C'est pour ça qu'on interprète via des grandeurs macro, parce que les micros, on ne voit pas. On ne peut pas aller voir le micro. Maintenant, on interprète les équilibres, la chaleur, etc., par des points de vue macro. Par des points de vue macro, mais dans un premier temps, ils ne savaient même pas voir que le micro existait. Le microscopique, ils ne savaient même pas qu'il existait. On était en 1700, rappelez-vous. Donc là, on avait de l'eau chaude, de l'eau froide, ils mélangeaient, bon, ils en tiraient quelques lois d'équilibre. Et puis après, bon, il y a de nombreuses lois qui sont intervenues, hein. Bon, on comprend que la chaleur, c'est... Bon, on a eu des discussions entre différents savants, Mayer, Taylor, Richman, Mayer, voilà, Joseph Black ici, justement, c'est un des précurseurs aussi des théories de la chaleur. Brown, Dalton, Mayer, je vous l'ai dit, Lord Kelvin, je ne sais pas moi, il y a qui, Thomson, je vous ai cité Thomson, Thomson, Clausius, Carnot, Sadi Carnot, Boltzmann pour les gaz. Voilà, voilà, c'est la théorie voilà, sur la chaleur des gaz. Si je vous fais un petit calcul ici de chaleur, je vais vous montrer tout de suite que la chaleur a à voir, hein. Si je vous prends un gaz à un système gazeux, si je vous fais changer le système d'état, vous allez voir que voilà, on a affaire à de la chaleur, hein. Si j'ai un gaz à une pression et une certaine température, je fais évoluer le système vers une autre pression et une autre température, ben, vous verrez que la température a changé. On sera passé d'une température T1 à une température T2. Donc vous voyez que bon, les notions de calorifiques, donc de variation de température, de variation de chaleur, bon, ici, Joseph Black le dit bien, c'est une variation de chaleur qui est la cause, qui va causer une variation de température. Maintenant, on le sait bien, mais il a fallu toute une époque voilà, là, on est déjà en 1760. Les mélanges d'eau chaude et d'eau froide étaient faits par Taylor et Richman en 1700. On est déjà 60 ans plus tard. Ouais, 60 ans plus tard pour déclarer que, bon, ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas si facile que bon, on aurait pu penser parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour entrevoir déjà, pour savoir ce qu'on sait maintenant, n'a rien à voir avec ce qu'ils savaient auparavant. Donc ils étaient dans les prémices des études. Et donc en plus de ça, ils n'avaient pas le matériel nécessaire. Voilà, donc ils n'avaient pas la technologie, le matériel pour faire entrevoir les choses. Tous ces sont faits par poser des pierres à l'édifice pour construire la théorie de la calorimétrie. D'ailleurs, c'était le but de la vidéo précédente. La théorie de la calorimétrie s'est faite sur 200 ans. Bien qu'il n'y a qu'une seule formule, voilà, delta Q égale MC delta T, on y arrive vite. Enfin, ici, bien sûr, je ne sais pas la théorie des gaz, parce que je ferai encore la théorie des gaz, vous verrez que, bon, mais ici, voilà, la chaleur, c'est MC delta T. Ben, ça, cette formule-là, pour la comprendre, il a fallu des siècles. Quand je dis siècles, c'est 2 siècles. Et cette chaleur-là, c'est pas anodin, parce qu'on la retrouve partout. Vous vous réveillez, vous avez la chaleur. Vous allez dans votre frigo, vous avez la chaleur. Vous prenez un four à micro-ondes, vous avez la chaleur. Vous regardez le monde cosmologique, c'est de la chaleur. Voilà, parce que beaucoup de gens parlent de monde gravitationnel. Voilà, d'accord, je suis d'accord. Mais c'est pas la seule subsistance de l'univers, hein. Dans l'univers, c'est des échanges énergétiques immenses, hein.
Voilà, c'est de la calorimétrie, enfin c'est de la thermodynamique plutôt, on va dire des éléments thermodynamiques qui se retrouvent, voilà, en présence on a de la matière, solide, liquide, des gaz. Donc fatalement on a un échange de matière et donc il n'y a pas que des forces de gravitation et de l'espace-temps, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses dans l'espace. Beaucoup de choses dans l'espace. On a des échanges thermodynamiques. Des échanges thermodynamiques. Voilà, donc l'univers vit dans le sens où on a des échanges, voilà, de rayonnement, de rendement, des échanges corpusculaires, des échanges d'énergie, qui fait que voilà, le monde cosmologique vit. Donc il n'y a pas que le point de vue de la gravitation, loin de là, très loin de là. Il y a le point de vue magnétique, le point de vue électrique, le point de vue... Voilà, comme on retrouve dans les atomes, on a un point de vue magnétique dans les atomes, un point de vue électrique dans les atomes, des mouvements vibratoires, donc des mouvements dans les atomes, donc on a des mouvements dans les planètes, il y a tout ça. On a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie de chaleur, l'énergie voilà, nucléaire, on a toutes les formes d'énergie dans l'espace. Hein. C'est pas ça qui manque. Hein. Les énergies mécaniques, de cinétique, un corps en mouvement, il est en pleine énergie cinétique. Hein. D'ailleurs, voilà, la rotation des planètes, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas que la gravitation dans l'espace, bien que certaines personnes sont omnibulées par les champs gravitationnels de l'espace, ou, voilà, ou je sais pas quoi. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Loin de là, il y a les notions de calorimétriques. Voilà. Mais maintenant, bien sûr, c'est pour vous dire que l'espace vit. L'espace vit. C'est donc il est bien en échange de matière et d'énergie. Voilà donc ce qu'il disait Joseph Black, pour éviter de m'étaler, je veux dire, Joseph Black, que la chaleur absorbée au CD, delta Q, est seulement la cause du changement de température. C'est chose que vous avez évidemment maintenant, mais bon, qu'il a fallu Joseph Black en 1760 pour voilà, pour l'énoncer. Alors, sachez que, oui, Joseph Black a dit ça, mais un transfert de chaleur peut produire autre chose que un effet de changement de température. On peut par exemple avoir ce qu'on appelle un changement d'état. Voilà, on peut avoir un changement d'état. Donc, quand on dépasse une certaine température, on a ce qu'on appelle un changement d'état. C'est normal parce que au niveau microscopique, les forces intermoléculaires interagissent d'une certaine façon que voilà, elles perdent leur liaison interatomique si elles étaient solides. Elles deviennent de moins en moins fortes quand elles sont liquides. Et puis, bon, elles sont complètement détachées si elles deviennent gazeuses. Donc, vous comprendrez qu'au fur et à mesure de l'évolution de la température, si on chauffe, on apporte trop de chaleur, si on a un corps solide, il va passer à l'état liquide. Si on a un corps liquide, il va passer à l'état gazeux. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle le changement d'état. Et donc, à ce moment-là, il faut tenir compte voilà, que la chaleur va faire en sorte de réchauffer, de ramener une variation de température, mais pas que une variation de température. Elle peut ramener un changement d'état, une variation de chaleur. Mais maintenant, si on a un changement d'état, il n'y aura pas de variation de température. Voilà. Donc, en changement d'état, il n'y a pas de variation de température. Un changement d'état se fait à température constante. Donc, ce qui veut dire que, vous allez me dire, on aura toujours un C. Un C, on aura toujours. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente de... Si on est en fusion, c'est la chaleur latente de fusion. Si on est en vaporisation, c'est la chaleur latente de vaporisation. On aura toujours une masse en présence. Mais la variation de température, si on est en changement d'état, à ce moment-là, on n'a pas de delta T. Hein. Donc, c'est le seul point de vue qui va se passer, c'est que le delta T est constant. Delta T est constant. Il n'y a pas de variation de température, on a une température constante. Ce qui veut dire que ceci ici, voilà, je dirais même pas que on ne tient plus de la température. Parce que si je disais que delta T est constant, ça voudrait dire que T2 moins T1, T2 et T1 sont les mêmes. T2 moins T1 serait 0, QMC delta T vaudrait 0. Or, c'est pas le cas, hein, bien sûr, c'est pas ça qu'on a. C'est pas ça qu'on a. On est à température constante, mais la température n'intervient pas au niveau de la variation de chaleur. Bien qu'elle soit constante, elle n'intervient pas du tout. Du tout. On a Q est égal à MC. Je dirais même plus. M, chaleur de latente. Une chaleur latente, soit de fusion ou de vaporisation, ou peu importe. Alors, on a une chaleur latente. Je vais appeler CL.
Voilà. Donc il faut apporter cette chaleur-là quand on est en changement d'état. Donc apporter de la chaleur ne fait pas que, si vous voulez, n'a pas que pour effet d'augmenter la variation, d'augmenter la température, loin de là. Parce que si on est en changement d'état, ben, il faudra quand même apporter de la chaleur. Donc on aura à ce moment une variation de chaleur qui va intervenir au niveau moléculaire, microscopique. Et donc on n'aura pas de température à prendre en compte. Dès que la température est constante, je vous viens de vous dire que T2 moins T1 vaudra 0. Et le delta Q ne fait pas 0 parce que NC fois delta T, on n'aura pas 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, on ne fait pas intervenir le delta T du tout. On sait bien qu'on a une température constante, on aura Q est égal à la masse fois la chaleur spécifique. Voilà. Donc le CL sera indépendant de, voilà, de la variation de température. C'est ça que je veux dire. Le CL là-bas est indépendant de la variation de température. Donc tout ça pour vous dire quoi? Ben, qu'une variation de chaleur va induire soit une variation de température, mais pas que, peut induire voilà, un changement d'état. Bon, mais une variation de chaleur peut produire autre chose que, voilà, peut produire une transformation chimique. Hein. Voilà, une variation de chaleur peut produire une variation chimique, une transformation chimique. Voilà, et donc c'est Joseph Black qui en 1760, bon, a dit que la chaleur était une cause, alors que la variation de température était un effet. Alors, on peut avoir une transformation chimique, et on peut définir donc la chaleur massique cette fois-ci, je peux la définir. Je vais l'écrire, hein, parce que bon, c'est le but de la vidéo. Hein. Je vais le faire ici. Voilà. Je vais faire ici. Donc, qu'est-ce que c'est que la chaleur massique? La chaleur massique. Oui, je vais enlever des choses, parce que bon, le but ici, c'était la chaleur massique d'un corps. Hein. Comment entrevoir la chaleur massique d'un corps? Comment l'étudier? Ben, c'est le point de vue que je viens de vous mettre ici. Voilà, la chaleur massique d'un corps, d'une substance, d'un corps, voilà. Qu'on appelle généralement le C ou CS ou C, voilà, le C, chaleur spécifique, voilà, chaleur massique, capacité calorifique d'une substance donnée est définie comme c'est la quantité de chaleur delta Q bien sûr que l'on doit fournir que l'on doit fournir pour qu'une masse que je vais appeler petit m de cette substance, hein, c'est la masse de la substance, subisse un changement de température que je vais appeler delta T bien sûr sans changement d'état, sans changement d'état. Et bien sûr sans changement de nature, hein. Bien sûr, évidemment, hein. Sans changement de nature, d'après bien sûr la relation qui maintenant vous semble parfaitement maîtrisée, qui est delta Q est égal à N fois C fois delta T, et donc le C vaudra quoi? Le C vaudra 1 sur M delta Q sur delta T. Voilà. Alors, la détermination de chaleur massique relative
parce qu'on on est bien dans le relatif, hein. Si on fait une comparaison C sur C0, on est bien voilà, en rapport relatif, hein. On compare par rapport à quelque chose, donc c'est bien du relatif. Donc, relatif, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est relatif, c'est dépendant. Si vous mettez, quand vous mettez 25 sur 100, bon, ben, vous avez 25 lapins sur 100, ça fait 25%. Mais si, ça veut dire aussi que c'est relatif, on peut avoir 250 lapins. Mais si vous avez 250 lapins, ça veut dire qu'on a 1000 au total. On va prendre un cas de figure, hein, voilà, parce que le mot relatif, peut-être que ça peut vous sembler un peu spécial, mais relatif, ça veut dire que c'est dépendant. Si j'ai 25 lapins parmi 25 lapins blancs, parmi 100 lapins, voilà, voilà, ça veut dire qu'on en a 25 et qu'il y a 100 effectifs. Maintenant, si je vous dis 250 lapins sur 1000, ben oui, le rapport il fait toujours 25%. On aura toujours un rapport de 25%, mais c'est relatif. Pourquoi c'est relatif? Parce que dans ce rapport-là, j'ai 25 lapins effectifs parmi 100 lapins, voilà, qui sont là, présents. Mais si je vous dis 250 lapins blancs parmi 1000 lapins, on a 1000 lapins. Mais le rapport, il fait toujours 25%. C'est pour ça que c'est relatif. C'est pour ça que c'est un rapport relatif. On ne sait pas combien de lapins qu'on a au total au départ. 25, quand je vous dis 25%, combien de lapins qu'on a au départ, ben c'est relatif, on ne sait pas, c'est dépendant de ce qu'on va donner comme lapin de départ. Hein. Donc si on en a 1000 ou 10 000 ou 20 ou 100 000, voilà, le nombre de lapins blancs va être proportionnel, je veux dire, au 25% parmi la masse de lapins au total. On ne sait pas combien on a. Donc c'est relatif, c'est pour ça que 25% c'est un rapport relatif, hein. On ne sait pas combien on a de lapins au total. Voilà. Donc C sur C0 est bien un rapport relatif. Hein. Donc c'est une chaleur massique relative. Connaissant le C sur C0, on peut déterminer le C. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il suffit de multiplier par une référence qui est C0. Donc on peut déterminer des chaleurs massiques relatives C sur C0 de différentes substances par rapport à l'eau, avec qui peut être effectué avec une très bonne précision. Et donc là, en faisant le laboratoire ici que vous avez ici, ben justement, voilà, vous avez encore les composants qui sont là, hein, je vous montre. Là, je mets, là, je rentre la chaleur qui est là, la chaleur elle est là, hop, hop, la chaleur qui est là, voilà, je ramène une certaine chaleur, voilà la chaleur qui est là. Vous avez, bon, le corps ici, où on connaît le C, hein, on connaît le C. Ah non, je m'excuse, on va déterminer un rapport C sur C0. On va déterminer justement ce fameux rapport relatif C sur C0. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le C0 de l'eau. On connaît le C0 de l'eau. Celui-ci, on connaît la chaleur massique. Hein. Voilà. Voilà. Donc on sait déterminer le rapport relatif. Et connaissant le rapport relatif, ben, je peux en déduire le C. Le C de la substance, qui est ici, du cuivre par exemple. Alors je vous le dis tout de suite, bon, on ne fait pas comme ça. Hein. Bon, on ne fait pas un genre de système un peu farfelu comme ceci. C'est le calorimètre qui va permettre de faire ça. Hein. Vous comprendrez qu'il faut que je vois le calorimètre. Et dans le calorimètre, bon, l'eau constitue voilà, l'échangeur thermique. Hein. C'est un échange. En fait, c'est un échange thermique. On aura ce qu'on appelle voilà, un échange thermique. Voilà. Donc, quelque part, c'est un échangeur thermique. Hein. On aura un échange thermique qui va jouer le rôle d'échangeur thermique. Donc, le calorimètre sera un échangeur thermique. Et on va aborder le calcul calorimétrique au travers d'un calorimètre par, par un échange thermique. D'un côté, on aura de l'eau, on aura de l'eau qui va être en contact avec, bien sûr, un corps solide, par exemple. L'eau étant liquide, voilà,
On a mis de l'eau dans le calorimètre. Je vous montrerai le calorimètre en temps opportun, chaque chose en son temps. Voilà. Donc on va mettre de l'eau. Voilà. Alors, le corps en lui-même, c'est ceci. Hein. Voilà. Ceci qui est plongé dans l'eau. Et là, vous voyez qu'on aura un échange thermique. Hein. On aura un échange thermique entre le corps et l'eau. Donc on aura un échangeur de chaleur ici. Voilà. On aura un échange thermique entre l'eau et le corps. On a un échange thermique entre l'eau et le corps. Bien sûr, tout ça, on a apporté de la chaleur au départ. Hein. Le calorimètre, voilà, on a apporté une certaine chaleur au calorimètre. C'est-à-dire que on va réchauffer le calorimètre avant tout. Voilà. Oui. On va réchauffer le calorimètre. Et bien sûr, il va exister, je veux dire, un échange de chaleur entre le corps ici, le corps, et l'eau. L'eau et le corps vont échanger leur chaleur. Alors, dans quel sens? C'est pour ça qu'on pensait plus fluide calorique. Auparavant, c'est parce qu'il y avait une espèce de... les transformations calorifiques faisaient transparaître, je veux dire, un mouvement. La chaleur passait d'un corps à l'autre. Donc on pensait que c'était un fluide calorique voilà, palpable, mais ce n'est pas le cas. Donc il va aller du corps chaud vers le corps froid. Donc il va aller quand on dit il va aller du corps chaud vers le corps froid, corps chaud, supposons que le corps chaud c'est l'eau. Ça veut dire que le corps froid va absorber l'eau, va absorber la chaleur de l'eau. Puisque j'ai considéré que le corps froid c'était la barre de métal. Donc si le corps froid c'est l'eau, si le corps chaud c'est l'eau, mais le corps froid va absorber la chaleur de l'eau. Et le corps froid va se réchauffer. Voilà. Maintenant, inversement, on peut fournir de la chaleur à la barre de métal. À ce moment-là, c'est la barre de métal qui va fournir la chaleur à l'eau. Donc on a bien un échange thermique. Hein. Et ces échanges thermiques, bon, ils jouent le rôle d'échangeurs de chaleur. Hein. Voilà, ce sont des échangeurs de chaleur. Hein. Alors, avec toutes les équations qui vont derrière, les échanges thermiques. Quand on mélange un corps froid et un corps chaud, ben, c'est un échange thermique. Qui dit échange thermique, ben, on a affaire à ce qu'on appelle un échangeur. Il y en a un qui va jouer le rôle de donner l'énergie calorifique pendant que l'autre va le prendre. Et il existe comme ça des éléments qu'on appelle réellement échangeurs de chaleur. Qui vont faire quoi? Ben, ils vont prendre la chaleur pour voilà, fournir un autre élément. Voilà. Ils vont prendre la chaleur pour la fourguer à un autre composant. Voilà. Par contact, bien sûr, soit par contact, en général par contact. Ouais, ils sont en contact. En général, c'est par contact. Parce que la chaleur peut se, je veux dire, se transmettre par rayonnement, par convection, hein, différence de température, par convection ou par contact, par conduction. Bon. Et généralement, on mettra des corps en contact, en conduction entre eux, eh bien, on aura bien sûr des échanges thermiques. Bon, maintenant, des échanges thermiques voulus ou non voulus, hein, si c'est des échanges thermiques, si on a, voilà, vous avez deux surfaces qu'on n'a pas envie de perdre la chaleur, que malgré tout, il y a une chaleur perdue à cause que les deux surfaces sont en contact, il faut essayer de diminuer les pertes calorifiques, ça, il faudrait voir de mettre un isolant ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, si c'est voulu, ben, voilà, on peut avoir des échanges, des échangeurs, comme on retrouve dans voilà, dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, les radiateurs sont des échangeurs de chaleur. Hein. Un radiateur, qu'est-ce que c'est? Un radiateur, c'est justement un échangeur de chaleur. Comme on retrouve des vrais échangeurs de chaleur au sein de chaudières. Hein. On a des échangeurs de chaleur. Voilà, donc ici on a un échangeur de chaleur, qui est le radiateur. Que va faire le radiateur? Ben, il possède de la chaleur en son sein, au travers de l'eau chaude,
voilà, au travers de l'eau chaude. Et cette eau chaude va être distribuée tout le long du circuit, parce que même les tuyauteries feront des pertes calorifiques pour, je veux dire, pour évacuer leur chaleur dans le radiateur. Voilà, le radiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va distribuer la chaleur. Donc c'est bien un échangeur de chaleur. Hein. Il va voilà, sortir sa chaleur par le haut ou par le bas, ou par les côtés. Hein. S'il y a des ouvertures ici, il y a des ailettes à l'intérieur. Des ailettes qui permettent, je veux dire, d'évacuer cette chaleur vers l'extérieur. Et donc, dans une ambiance, dans une pièce, ben, elle récupère cette chaleur-là que le radiateur va donner. Et alors, on recircule via une autre tuyauterie, on va vers un autre radiateur. Et ainsi de suite. On parcourt tous les radiateurs pour que chacun des radiateurs fasse son rôle d'échangeur de chaleur. Bien sûr, c'est un circuit fermé. Hein. Vous allez avoir un circuit fermé. On va avoir tous les radiateurs qui sont des charges. Des charges qui vont distribuer la chaleur. Hein. On va avoir toute une panoplie de radiateurs qui sont reliés entre eux. Hein. Je sais pas moi, vous avez... ils sont de différentes voilà, apports calorifiques, parce qu'il y a des gros radiateurs d'une certaine dimension et des petits radiateurs. Un gros radiateur va ramener plus d'énergie calorifique qu'un petit radiateur. C'est pour ça qu'il y a des radiateurs de différentes puissances calorifiques. Des petits, des grands, des moyens, c'est voilà, la taille qui va faire en sorte qu'on aura, je veux dire, une puissance calorifique donnée du radiateur. Un petit radiateur chauffera, bien sûr, autant qu'on lui donne la puissance au niveau de la chaudière. Hein. C'est la chaudière qui va jouer le rôle d'apport calorifique, mais pour une puissance calorifique donnée à plein régime, il va donner, une grande surface va donner une grande chaleur. Une petite surface, une petite chaleur. Parce que bien sûr, je vous rappelle que la chaleur ici elle est régulée. On peut ramener beaucoup plus ou moins de chaleur en fonction de la régulation de l'amener de chaleur. Hein. S'il fait trop chaud, vous allez diminuer la chaleur. S'il fait trop froid, vous allez ramener de la chaleur. Et on peut réguler suivant des vannes soit thermométriques ou soit au travers de comment on appelle ça, de régulation propre, interne, je veux dire, à la régulation de régulation je veux dire, voilà, thermique, régulation thermique. C'est-à-dire en fonction d'une pièce, vous avez une température de la pièce, on sait moduler la température pour essayer de ramener la température la plus adéquate au sein de la pièce, par rapport à la température existante dans une des pièces. Et alors on parcourt tous les radiateurs comme ceci, pour chacune des pièces. Et bien sûr, l'eau au départ elle est chaude, et puis quand elle a transféré au fur et à mesure ses calories, au niveau de chacun des radiateurs, en finalité, on se retrouve avec une eau qui est beaucoup moins chaude. Et là on retourne bien sûr en circuit fermé, pour réchauffer via une chaudière qui apporte, là on a bien sûr un apport calorifique via ce qu'on appelle un brûleur. Il y a des brûleurs. Voilà, à l'intérieur il y a une brûleur qui sert à chauffer l'eau. Bien sûr tout est régulé. Hein. Voilà, tout est régulé pour avoir l'apport calorifique la plus adéquate pour être apportée, je veux dire, au niveau... Bien sûr, ça c'est pour les chauffages, hein, parce qu'il y a... Pour avoir une chaudière qui fait un double travail, qui va réchauffer l'eau chaude sanitaire. Hein. Ah bah, ça c'est pour... Vous avez besoin d'eau chaude. Bien, là il y a un circuit fermé d'eau chaude. Et là on va rechercher de l'eau chaude, voilà, de ce circuit fermé. On peut même préparer de l'eau chaude à l'avance, hein, ce qu'on appelle un ballon d'eau chaude. On prépare un ballon d'eau chaude de 100 litres. Hein, on chauffe un ballon et on récupère l'eau chaude des 100 litres, par moment. On récupère, voilà, on a de l'eau chaude qui est déjà prête. On a déjà 100 litres de prête, par exemple, un ballon de 100 litres. Voilà, donc les chaudières peuvent jouer deux rôles, soit à chauffer les chaudières de radiateur, ou soit avoir de l'eau chaude sanitaire. Voilà. Et c'est deux circuits indépendants, parce que bon, circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire sont deux circuits indépendants, mais peut-être chauffés par un système qui fait chauffage des deux séparément. C'est un seul système qui chauffe les deux séparément. Voilà. On a des chaudières qui fait chauffage aussi bien des radiateurs que chauffage de l'eau chaude sanitaire. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Donc c'est un petit peu ici une vidéo qui a entrevu le rapport C sur C0, qui est le rapport
relatif, voilà, des chaleurs massiques, mais en même temps qui permet de voir comment déterminer le C, ici au travers voilà, de mise en place d'un système pour mesurer le C. Et vous comprendrez que le C, comment on le mesure, c'est dans un calorimètre, comme je viens de vous le dire. Voilà, je vous remercie beaucoup.